Tu vas beaucoup quand même le truc. Bonsoir. On va commencer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette conférence sur la politique de réparation mémorielle du gouvernement face aux pays africains, une volonté de domination. Les politiques mémorielles sont des politiques publiques fondamentales pour préserver la mémoire collective et reconnaître les souffrances et les injustices subies par des groupes ou des individus dans le passé. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Emmanuel Macron s'est engagé à réconcilier les mémoires nationales en s'affranchissant des vieux clivages selon une ligne mémorielle de commémoration, restitution et reconnaissance. Cependant, la mise en place de ces politiques complexes et controversées soulève des questions sur les ambitions du gouvernement. Pour répondre à notre problématique, nous avons choisi de nous intéresser à 3 pays africains aux situations diverses: le Sénégal, l'Algérie et le Rwanda. Chacun de ces pays a été touché par la colonisation et a connu des périodes de violence et ou d'injustice. Nous allons donc examiner comment le gouvernement français a géré ces situations. Au Sénégal, l'ancien président Jacques Chirac a reconnu la dette de la France envers les tirailleurs sénégalais en 2005 et a initié des cérémonies et des monuments en leur honneur. En revanche, le gouvernement Macron est critiqué pour ne pas avoir pris des mesures concrètes pour indemniser les anciens combattants africains et leurs familles. En Algérie, le rapport a conclu que l'armée française avait bel et bien pratiqué la torture et les exécutions sommaires et a proposé une série de recommandations pour la reconnaissance et la responsabilité de la France dans la reconnaissance et la commémoration de la période de l'Algérie française. En décembre 2020, Macron a reconnu la responsabilité de la France dans l'assassinat de l'activiste algérien Ali Boumediene en 1957. Cependant, la mémoire de la guerre d'Algérie soulève des problématiques de mémoire plurielle. Enfin, au Rwanda, il faut savoir que le génocide de 1994 a fait 800 victimes en l'espace de 3 mois. 800 000 pas. Merci. Le gouvernement français a tardé à enquêter sur le rôle de la France dans ce massacre. Cette tragédie a laissé des marques profondes dans la mémoire collective des Rwandais et de la communauté internationale. Le rapport du CLER publié en mars 2021 a permis de mettre en lumière la responsabilité de la France, mais de nombreuses zones de flou subsistent encore aujourd'hui. Nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui des intervenants de renom, experts dans leurs domaines respectifs, pour discuter de ces questions cruciales et complexes qui sont au cœur des relations franco-africaines. Pour conclure, je voudrais citer Jacques Chirac lors de la reconnaissance tardive de la rafle du Veldi en 1995. Témoigner encore et encore, reconnaître les fautes du passé et les fautes commises par l'État. Ne rien occulter des heures sombres de notre histoire, c'est tout simplement défendre l'idée de l'homme, de sa liberté et de sa dignité. Nous espérons que cette soirée de réflexion et d'échange permettra de faire avancer le débat sur ces questions complexes, mais essentielles pour l'avenir des relations franco-africaines. Nous vous remercions de votre présence et de votre participation active à cette rencontre. Merci. On va passer à la présentation de nos intervenants. Donc, nous avons 4 personnalités qui sont reconnues pour leur expertise dans leur domaine respectif. Nous avons tout d'abord Madame Isabelle Ferramasson, qui est chercheuse en sciences de l'information et de la communication et qui est également directrice de recherche au CNRS. Elle est spécialisée dans l'étude des médias, de la culture et de la politique. Et elle a notamment travaillé sur des questions de mémoire collective. Nous avons également Amzat Boukari Yabara, historien et chercheur spécialisé dans l'histoire de l'Afrique contemporaine, dans les relations internationales, dans la culture et dans la politique. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Africa, l'UNIT et le 4e siècle. Et il est également co-auteur du livre France-Afrique, un empire qui ne veut pas mourir. Nous avons ensuite Jean-Michel Apathy, journaliste français, spécialisé en politique. Il a travaillé pour de nombreux médias français, notamment Europe 1, RTL et actuellement LCI. Il s'est également engagé pour la défense des mémoires de la guerre d'Algérie. Et enfin, nous avons Vincent Duclerc, historien français, spécialisé dans l'histoire contemporaine et dans la recherche sur les génocides. Il est chercheur et ancien directeur du centre Raymond Aron. Et en 2019, il a été nommé par le président Emmanuel Macron pour présider une commission d'enquête sur le rôle de la France dans le génocide rwandais de 1994. Nous sommes honorés d'avoir ces 4 experts avec nous aujourd'hui et nous sommes impatients de découvrir leur perspective sur cette question cruciale. Tout d'abord, merci à toutes et tous d'être venus et merci à vous d'avoir accepté nos invitations.
Alors on va commencer par une question générale qui va être quelle est votre définition du terme réparation mémorielle, alors peut-être du tour à tour. Je me sens minoritaire. J'ai été frappée en vous entendant. Vous m'entendez là? Ça marche? Non. Oui, j'ai été frappée en entendant votre présentation, qui est tout à fait intéressante d'ailleurs, de voir à quel point le mot le concept, la notion de mémoire avait évolué. Depuis qu'on travaille sur la question de la mémoire, vous savez que on fait souvent dater de Pierre Nora qui a travaillé sur les lieux de mémoire, l'idée que la question de la mémorielle devait être un sujet d'étude et surtout une autre manière d'envisager le passé. Donc ça c'est la mémoire. Et on a pris un tour que probablement ne voyait absolument pas Pierre Nora, que nous ne voyons pas. Moi j'étais au premier séminaire de Pierre Nora, j'étais toute petite bien sûr, mais enfin on a élaboré les lieux de mémoire, je vais dire ensemble. Lui il était chef et moi j'étais toute petite, mais enfin j'ai participé à cette construction d'une idée de mémoire et de lieu de mémoire. Et ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce que vous disiez tout à l'heure, et en particulier, et c'est pour ça que je vais revenir à la question que vous m'avez posée, à l'idée de réparation. La mémoire n'était pas envisagée comme le lieu d'une réparation, mais au contraire plutôt le lieu d'une compréhension différente, d'une subjectivité différente, d'une invocation d'un lien avec les autres, avec le passé, avec les communautés, et Pierre Nora à l'époque pensait surtout à la question de la nation, hein. Donc on était assez loin de la communauté, on était même presque à l'envers de la communauté, puisque la nation s'est faite, j'allais dire contre les communautés pour faire provocation, mais en tout cas l'idée de nation c'était de faire se dissoudre, de faire se fondre, de faire disparaître les communautés. La France, moi je suis une famille bretonne, ma mère me racontait comment on l'empêchait de parler breton, et l'histoire du sabot que l'on suspendait parce qu'elle parlait breton, c'est pas une légende. Donc l'année de nation qui faisait partie de manière très substantielle de l'idée de mémoire, elle était donc l'inverse de l'idée de communauté. Or, je crois que nous allons ce soir parler de la mémoire, non pas comme les lieux de mémoire, non pas comme le lieu de la commémoration, non pas comme le moyen de mieux comprendre, de mieux saisir et de mieux unifier l'histoire et les communautés, mais plutôt comment elle va permettre, vous l'avez dit, de réparer. C'est-à-dire la mémoire est devenue le lieu de l'accusation, le lieu de l'accusation d'un côté et le lieu de la réparation de l'autre. C'est-à-dire que ça a gardé cette idée de réparation, de communauté, mais c'est une communauté qu'il faut réparer, qu'il faut refabriquer, qu'il faut ressouder, et non pas une communauté qu'il faut tout simplement commémorer, glorifier, réécrire. Donc c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est comment un concept a évolué dans un sens qui nous concerne et que je trouve tout à fait légitime. Je ne suis pas en train de critiquer l'idée de réparation, mais simplement de montrer comment nos sociétés, qui sont des sociétés dans lesquelles se sont recréées des communautés, recréer des diversités, recréer pas des Bretons, mais finalement d'une certaine manière une sorte d'éclatement de la communauté nationale, va passer par l'idée de réparation, c'est-à-dire, encore une fois, une blessure, une souffrance, une attaque, d'une certaine manière, et de l'autre côté, l'exigence de répondre à cette blessure, à ces souffrances et à ces attaques. Alors, je vous donne la main. Oui. Oui, je veux bien. Bonsoir. Moi, je ne suis pas universitaire, je suis journaliste. Je n'ai pas la légitimité d'un travail sur la mémoire pour m'exprimer ici. Donc, peut-être que je n'ai pas du tout de légitimité, mais j'ai accepté l'invitation qui m'a été faite avec plaisir parce que le débat occidental, hexagonal, nous amène à réfléchir
l'accueil de populations d'origine diverses sur notre territoire, et peut-être que nous n'avons pas assez pensé le fait colonial dont la France a été auteur dans sa longue histoire. Sur l'Algérie spécifiquement, puisqu'il y a été fait écho tout à l'heure en me concernant, nous parlons beaucoup en France de la guerre d'Algérie, nous en parlons beaucoup, avec beaucoup d'équité d'une certaine manière, puisque les agissements de l'armée française, les tortures ne sont pas passés sous silence. L'attitude du FLN, qui était aussi une attitude violente, est-elle aussi exposée. Mais ce que nous n'évoquons jamais, ce qui a été la source de mon agacement, et c'est pour ça que je m'y suis intéressé, c'est ce qui s'est passé avant la guerre d'Algérie. Pourquoi la France a été en Algérie et comment s'y était le comportement. Et à mon sens, pour vous donner rapidement une idée de ma pensée, mais j'aurai l'occasion de préciser tout cela, la France a connu 4 grandes étapes coloniales. L'Amérique d'abord, à la fin du XVIe siècle, Canada et Louisiane, et puis les Anglais nous ont mis dehors au XVIIIe siècle. La Corse, j'espère ne choquer personne, mais ça entre dans mon raisonnement, la Corse qui devient française en 1768, l'Algérie, 1830, 5 juillet 1830, l'armée française conquiert Alger, pas l'Algérie, mais Alger, puis ensuite il y a la colonisation en Afrique noire, que la Troisième République opère à partir des années 1880. Et je me suis posé la question suivante, enfin. Je me suis posé la question ainsi, comment la Corse est-elle devenue française et pourquoi l'est-elle restée? Comment l'Algérie est devenue française et pourquoi ne l'est-elle pas restée? C'est une question que je trouve assez riche pour essayer de purger aujourd'hui les douleurs que nous pouvons ressentir dans la société française. Bien sûr, dans ce discours-là sur le fait colonial, parler de la Corse pourra sembler étrange à certains. Mais je dirais juste, pour en terminer, que vous savez, ou peut-être vous ne le savez pas, mais la République française, qui a le souci de son unité et le pouvoir français a un certain orgueil, réfléchit aujourd'hui à inscrire ce que la Corse peut avoir de singulier dans la France, dans la Constitution. Il y a une demande d'autonomie que le pouvoir, d'autonomie corse, que le pouvoir est prêt à satisfaire. Personne ne sait quelle est exactement la différence entre l'autonomie et l'indépendance. Et quand on essaie de définir ces choses-là, on rentre très vite dans des complications qui montrent que les réflexions ne sont pas très au point sur ce sujet. Bien sûr, l'indépendance, on a une idée de ce que c'est, mais l'autonomie, personne ne sait trop ce que c'est. Et la République française est prête à concéder des choses de ce point de vue aux Corses. Ce qui prouve que l'association de la Corse à la France, 2 siècles et demi après son effectivité, continue d'être un problème. Et de la même manière, nous n'assumons pas, alors il y a 1000 exemples qui le montrent, notre passé en Algérie, ce qu'a fait la France en Algérie. Je n'ai pas la légitimité, je le répète, de travaux universitaires sur le sujet, j'ai juste la réflexion qui est la mienne, celle d'un citoyen avec les outils du journalisme, et je serai heureux, au détour d'une autre question, de préciser tout cela. Oui, alors, pour ma part, je m'inscrirais plutôt dans la sociologie, c'est-à-dire l'approche de Maurice Alvax sur les cadres sociaux de la mémoire, et sur la manière dont, effectivement, la question de la mémoire est fondatrice de la nation et s'inscrit dans l'histoire. Et dans le cadre d'une histoire coloniale qui est marquée par la conflictualité, où les réparations mémorielles sont des réparations symboliques, puisqu'il y a d'autres types de réparations qui sont demandées par d'autres groupes qui appartiennent à l'histoire de France, notamment les Caribéens, par rapport aux réparations concernant la traite et l'esclavage. Et les réparations mémorielles entrent, je dirais, dans une reconnaissance de l'altérité. C'est un des éléments fondateurs de la colonisation, qui est la négation de l'altérité, la négation de l'autre, et qui est aussi un élément particulier de la pensée cartésienne, la pensée française, le « je pense donc je suis » qui sous-entend que d'autres ailleurs ne pensent pas et ne sont pas. Et donc dans les réparations mémorielles, je pense qu'il y a une forme de reconnaissance que d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres histoires ont existé, et qu'il est important de le reconnaître déjà. Et donc ça ne pas confondre avec la repentance. Donc souvent on se cache derrière le concept de repentance, qu'en fait c'est un concept de reconnaissance. Et ensuite de voir dans quelle mesure
la rencontre, l'impact entre notre histoire, enfin l'histoire de France et l'histoire de ces populations-là, a produit des inégalités structurelles, systémiques, qui nécessitent aujourd'hui d'être prises en compte vis-à-vis du fait que les descendants des colonisés sont présents et entrent dans l'histoire, ou reviennent dans l'histoire plutôt, en tant que sujet du fait de la reconnaissance de leur altérité. Donc pour moi, la question des réparations mémorielles ne sont que le point de départ de quelque chose de beaucoup plus important. D'où le fait que derrière la réparation mémorielle, il y a toute la réflexion sur, non pas le révisionnisme, mais la réécriture de l'histoire, une histoire plus équilibrée, une histoire plus inclusive. Ou le fait qu'on va discuter de la question de l'espace public, la décolonisation de l'espace public. Donc tous ces éléments-là, pour moi, je dirais, rentrent vraiment dans des éléments conjoncturels, liés au fait également qu'en face, il y a un continent africain où la moyenne d'âge est de 20 ans, donc la majorité des Africains n'ont même pas connu le XXe siècle. Donc le besoin de mémoire, le devoir de mémoire, dans le contexte des relations asymétriques entre la France et ses anciennes puissances coloniales, s'inscrit paradoxalement sur une fabrique de l'oubli. On va, par exemple, lancer une commission sur l'histoire du Cameroun, alors que plein d'historiens ont déjà travaillé sur l'histoire du Cameroun. On va aborder certaines thématiques pour en masquer d'autres. Je pense par exemple que dans le cas du Sénégal, le véritable point n'est pas tellement ce qui a été discuté ou débattu ou restitué, mais plutôt la question qui est un peu l'équivalent de ce que pourrait être l'Algérie d'un point de vue politique, qui est la question du massacre de Tiaroy. Et tous ces éléments-là, ils sont posés sur la table et ils renvoient, je pense, à la nécessité de regarder l'histoire, de poser aussi des perspectives qu'on peut trouver par exemple dans un livre de Benedict Anderson sur l'imaginaire national et sur la nécessité d'avoir une histoire beaucoup plus inclusive et non asymétrique. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je dirais les réparations mémorielles. Ah non, non, il marche pas. Non, non, pas du tout, je pense qu'il marchait. Bon, merci à vous d'être présents et merci aux organisateurs. C'est vrai que c'est toujours bien quand effectivement les étudiants publient. Pour la petite histoire, comme on a parlé du Cameroun, il se trouve que j'étais chargé de cours à Nanterre et j'avais une étudiante il y a longtemps qui s'appelle Karine Ramondi et qui préside donc la commission Cameroun. L'intérêt de la commission Cameroun, quand même, par rapport à la commission que j'ai présidée, c'est que la commission Cameroun qui va étudier donc au fond le soutien de l'armée française à une guerre contre-révolutionnaire extrêmement sanglante, donc on ne connaît pas encore complètement les éléments. C'est que sa commission, c'est une commission d'historiens camerounais et français. Alors c'est vrai que vous avez raison, beaucoup de choses ont été. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a un volet artistique aussi. Donc c'est assez intéressant de voir effectivement comment se met en place cette commission. Il se trouve qu'en fait c'était mon étudiante à Nanterre, donc on s'est retrouvés comme ça. Donc moi j'ai effectivement été nommé sur la commission au Rwanda, j'en reparlerai. Mais pour revenir sur le sujet que vous avez posé, la politique de réparation mémorielle, moi je verrais 3 points, c'est-à-dire réparation mémorielle, ça veut dire réparer des mémoires conflictuelles, parce que au fond, le point de départ, c'est un conflit. Donc on peut avoir un conflit au sein d'une nation, et puis on peut avoir un conflit entre des mémoires nationales. Là, pour le Rwanda, c'est très clair, il y avait effectivement une mémoire au Rwanda du génocide, un génocide des Tutsis, et une mémoire du soutien français, du soutien militaire, politique, essentiellement de François Mitterrand, il faut quand même citer les choses, au pouvoir d'Abiy Ahmed notamment, qui préparait le génocide. Ensuite, la France a accompagné d'assez près ceux qui ont commis le génocide. Donc c'est assez lourd. Et effectivement, au Rwanda, jusqu'à la remise de notre rapport, là, en 2021, c'était la France est complice du génocide. Et en France, la version officielle, parce qu'il y a beaucoup de gens de la société qui savaient effectivement que la France avait été très loin dans le soutien au régime génocidaire, au pré-génocidaire. Mais la vision officielle, c'était la France n'a aucune responsabilité dans tout ça,
Et si vous reprenez ce qu'a dit François Mitterrand à Biarritz le 8 novembre 1994, au sommet franco-africain, où le Rwanda, sorti du génocide, n'était pas invité, il dit bon, c'est pas de notre faute si les chefs locaux règlent leur compte à coups de machette. Vous voyez déjà un peu la manière dont, effectivement, le président français regarde l'Afrique et le Rwanda. Donc, il faut réparer des mémoires. D'accord ? Et réparer des mémoires, ça commence par les entendre, les écouter, s'en nourrir, c'est très important. Si on commence par rejeter des mémoires parce qu'elles sont un peu radicales, on n'y arrivera pas. Mais réparer des mémoires, c'est effectivement trouver un moyen, un tiers, un fait nouveau qui permet à ce que les mémoires puissent dialoguer. Parce que les mémoires conflictuelles, elles ont beaucoup de mal à dialoguer. On le voit en Algérie, on le voit sur le Rwanda. Donc le tiers, si vous voulez, le fait nouveau, c'est d'insérer au fond du discours historique, de la vérité historique, si je puis l'indiquer. Le travail qu'on a mené, il ne portait pas du tout sur la mémoire. Le travail, c'était le rôle et l'engagement de la France au Rwanda entre 1990 et 1994. On parle, si vous voulez, la mémoire, elle est surtout présente, on n'en parlait pas. Et effectivement, c'est de revenir sur les faits, de les établir, de les analyser, qui a permis aussi que, au fond, les Rwandais et les Français se parlent. C'est quand même très important. Le deuxième point que je verrai dans le sujet, c'est qu'il faut réparer la mémoire elle-même. La mémoire, elle est marquée par le poids du passé, elle a parfois du mal à sortir des traumatismes, à sortir de ses certitudes, d'où effectivement l'importance de mobiliser, comme je vous l'ai dit, notamment le savoir historique. Et si on prend une comparaison, parce que Benjamin Stora, vous savez, a fait un rapport sur l'Algérie. Mais en fait, le rapport Stora, dont on a beaucoup parlé, qui avait pour but de réparer des mémoires, on est d'accord, en fait, proposait des réparations mémorielles. Et moi, je pense qu'il est difficile de réparer des mémoires avec du mémoriel. Parce que Stora, il a fait une liste, effectivement, de propositions mémorielles intéressantes, mais qui, au fond, relançaient le conflit des mémoires. Donc, il faut passer par autre chose. Et le dernier point que je verrai, c'est que, justement, c'est le sujet, c'est une politique. Donc, ça veut dire, qui fait la politique? Est-ce que c'est uniquement, par exemple, dans le cas français, dans le cas du Rwanda ou de l'Algérie, la France qui va décider une politique et, de manière un peu néocolonialiste, l'imposer, le proposer à l'Algérie ou au Rwanda, ou au contraire, de travailler avec les Rwandais, les Algériens, pour réfléchir à la réparation mémorielle? Vous voyez, c'est très différent. Donc, au fond, ce sujet-là, je trouve qu'il ouvre énormément de choses, à condition aussi, voilà, de voir qu'il n'y a pas que la mémoire et la réparation, il y a effectivement toute une série de gammes qu'on a déjà vues et qui méritent d'être étudiées. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors justement, on va rebondir sur ce que vous venez de dire sur la vérité historique et sur la reconnaissance. On a vu, donc, comme l'a dit Alina tout à l'heure, que Emmanuel Macron s'est prononcé plusieurs fois sur sa politique mémorielle et a mis en place différents rapports. Mais la question que l'on se pose justement, pourquoi une reconnaissance du génocide rwandais, par exemple, aussi tardive? Pourquoi le président refuse de s'excuser vis-à-vis de la colonisation algérienne? Donc l'idée, c'est de revenir sur les faits historiques comme vous en avez parlé, pour mieux comprendre ces politiques de réparation mémorielle et comment mieux les appréhender justement. On vous laisse chacun intervenir sur on peut commencer par l'Algérie ou le Rwanda. Si vous voulez, l'Algérie. Votre question, c'est pourquoi le président refuse-t-il de présenter des excuses pour la colonisation algérienne? Parce que aucun Français ne le souhaite. Donc le président ne va pas présenter des excuses. Factuellement, le président de la République, il ne l'était pas encore d'ailleurs, en mars 2017, en Algérie, a expliqué que la colonisation française avait représenté l'équivalence de crimes contre l'humanité. Personne n'a compris ça. La colonisation d'une manière générale. Je pense qu'il parle, enfin, il dit à Alger, donc je pense qu'il parlait à Alger. Oui, enfin, c'est comme ça qu'elle a interprété, mais son... Bon, alors je retire ce que j'ai dit, c'est pas grave. Ah non, c'est important. D'accord. En revanche, je pense qu'on sera d'accord pour dire que personne ne souhaite présenter, là, dans le débat français en tout cas, personne n'imagine que la France présentera des excuses pour ce qu'elle a fait en Algérie. Pourquoi? Parce que nous ne savons plus ce que nous avons fait en Algérie.
C'est une histoire ancienne que nous ne nous sommes pas transmise. Nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, la mémoire de la guerre d'Algérie. Mais pourquoi avons-nous été en Algérie? Pourquoi un jour de juillet 1830, la France plante le drapeau blanc, puisque Charles X était le roi de la France, sur la résidence du Dey d'Alger? Pourquoi? Plus personne ne sait répondre à cette question. Alors bien sûr, à l'école, on nous apprend qu'il y avait un différend commercial avec le Dey qui est devenu un problème diplomatique et Charles X a réuni à Toulon, en avril 1830, une flotte, 600 bateaux, 30 000 hommes, et hop, il les a expédiés à Alger pour laver un affront diplomatique. Mais c'est pas du tout ça. En fait, Charles X veut restaurer une monarchie absolue, revenir sur les acquis de la Révolution française. Il a besoin d'un acte patriotique pour prendre des mesures qui seront des ordonnances qui supprimeront un Parlement qui lui est hostile et qui éradiqueront les lois sur la presse. Il mène son opération militaire. Les Français gagnent la bataille qui leur permet d'entrer à Alger le 5 juillet 1830. Le 25 juillet, Charles X prend 3 ordonnances pour supprimer les libertés publiques en France. Et là se produit un truc qu'il n'avait pas imaginé. C'est que les Parisiens, parce que c'est une révolte essentiellement parisienne, se révoltent. Et 27, 28, 29 juillet, des barricades dans Paris obligent Charles X à abdiquer. Et c'est Louis-Philippe qui lui succède. Ah, c'est la vieille histoire, tout ça. Mais du coup, la France est à Alger, pourquoi faire? S'ouvre 10 ans de débat, 10 ans en France, pour savoir s'il faut rester à Alger, poursuivre la conquête, ou bien se retirer. Par exemple, Alexis de Tocqueville, qui est député de la Manche à l'époque, qui a déjà écrit de la démocratie en Amérique, est partisan d'un retrait. Il dit, ça nous coûte de l'argent. Il a fait 2 missions pour Louis-Philippe et son gouvernement, et vu l'argent que ça coûte et ça n'en rapportera jamais, autant partir d'Algérie. Et il y a un débat, 10 ans de débat. C'est-à-dire, on n'a aucun projet. Quand la France va en Algérie, elle n'a aucun projet. Et dans ces 10 ans, il y a des arguments qui vont peser plus que d'autres, et notamment celui-ci qui, avec le recul, nous paraît étonnant. Il y a 30 millions de Français sur le territoire, et des économistes expliquent que la France aura de plus en plus de mal à nourrir les Français sur le territoire français. Et donc, l'idée de la conquête de ce qu'il y a autour d'Alger gagne du terrain. L'Algérie n'existe pas à l'époque. L'Algérie n'est pas un pays constitué. Il y a bien une culture commune sur le territoire, mais il n'y a pas de structure étatique qui prend tout ce territoire. Et en 1840, au bout de débats épuisants et stupides, la France, gouvernement entière, décide la conquête de l'Algérie. 1840. La conquête de l'Algérie est confiée à un homme qui s'appelle Thomas Bugeaud. C'est pour ça que la question de la mémoire est importante, et moi ça m'agace un peu, je dois bien vous le dire. Thomas Bugeaud est caporal dans les armées napoléoniennes lors de la guerre d'Espagne 1808-1814. Une guerre épouvantable, sanguinaire, terrible. Bugeaud s'est durci dans cette guerre. Il est général et le gouvernement lui demande de diriger les opérations en Algérie. Les opérations de conquête de l'Oranais, du Constantinois et des plaines de la Netidja qui sont autour d'Alger. Et c'est nous, comme ça, Français, qui allons fabriquer l'Algérie. L'armée française, il y a Bugeaud, il y a un autre personnage très important qui est le second de Bugeaud, qui s'appelle Louis Juchot de la Mauricière, polytechnicien, brillant, né à Nantes, un sauvage. Les consignes que donnent ces 2 hommes à l'armée française sont simples. Tuez-les tous. Parce que ce qu'il faut faire, c'est une colonie de peuplement. Il faut faire venir des Européens en Algérie. Et l'Algérie française sera composée de Français, d'Espagnols, d'Italiens et de Maltais. C'est une Algérie française bigarrée, mais elle est occidentale, c'est ça qui compte. Et les Algériens qui sont là, on les chasse de leur terre, on leur prend les bonnes terres, on les relève dans des terres secondaires, on les affame, et, je vais vite, mais dans l'action de colonisation, il apparaît assez clairement, ça n'est pas théorisé, mais il apparaît assez clairement que si on enseigne aux jeunes Algériens, si on les éduque, le rapport démographique sera tel que si en plus ils sont intelligents, ils nous foutront dehors.
Donc, pendant 130 ans de présence française, ne seront scolarisés que 10 à 15% des jeunes garçons essentiellement, issus des populations algériennes. Alors que 90% des enfants issus des populations européennes seront scolarisés. Pour revenir d'un mot sur la conquête, l'armée française est tellement violente, notamment sous la direction de Thomas Bugeaud et Louis Juchot de la Mauricière, qu'il y a en 1845, parce que souvent on dit c'est de l'anachronisme, tout ça, en 1845, il y a à la Chambre des Pairs, P-A-I-R-S, à Paris, c'est-à-dire l'équivalent du Sénat, un débat autour de la sauvagerie de l'armée française. Parce qu'il y a une campagne de presse européenne qui parle du comportement de l'armée française comme d'un comportement choquant. Ce débat à la Chambre des Pairs, bien entendu, le gouvernement protège son armée et il tournera court, éclaire, il doit nous éclairer aujourd'hui, sur ce qu'a été le comportement des colonisateurs. Une violence extrême, évidemment anormale, mais que nous avons oubliée, que nous occultons de nos mémoires. La preuve, il y a à Paris une avenue Thomas Bugeaud, dans le 16e arrondissement. C'est scandaleux. Il est indigne de la France, de ce qu'elle est, de son attachement aux droits de l'homme, de sa propension terrible, parfois juste et parfois déplacée, à donner des leçons au monde entier. Il y a quelque chose de terriblement insupportable à voir que Paris, la capitale de la France, a une avenue Thomas Bugeaud. Moi j'en ai parlé mais 1000 fois à des responsables politiques. Mais qu'est-ce que tu fais chier avec ça? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi je m'en fous pas. Je n'arrive pas à m'en foutre. Il y a dans le 12e arrondissement de Paris une école, la Mauricière, du nom de Louis Juchot de la Mauricière, qui disait aux militaires français, tuez-les tous. Tuez les hommes, ceux qui combattent et ceux qui ne combattent pas, les jeunes et les vieux, les femmes et les enfants. Tuez-les tous. Il y a une école maternelle, la Mauricière, à Paris. Mais moi, je serais parent d'enfants français aujourd'hui, mais je refuserais de mettre des enfants dans une école, la Mauricière. Vous imaginez, c'est des Allemands, avec des écoles maternelle, c'est une école maternelle dans Bouzienne, une école maternelle au nom de l'ancien SS. Mais enfin, on dirait ici, mais comment pouvez-vous faire cela? C'est ce que nous faisons. La question de la mémoire, et celle-là, si on se réapproprie cette histoire, nous nous rendrons compte que notre espace public honore des criminels, et des criminels reconnus comme tels à l'époque où ils étaient des criminels. Et moi, ça m'ennuie au fond. Je ne dis pas que ça m'empêche de dormir parce que j'ai un bon sommeil. Mais l'idée, c'est ça m'empêche de dormir. La France, pendant 130 ans en Algérie, n'a eu... D'ailleurs, la France, les Européens qui étaient à Alger, parce que les Européens qui étaient à Alger dictaient la politique au gouvernement central. L'éloignement géographique a été tout le temps un problème pour introduire un peu d'humanité dans cette histoire. La France a affamé un peuple. Les recruteurs de l'armée entre 1914 et 1918, quand des jeunes Algériens ont été incorporés de force, parce que ce n'était pas leur pays, pour combattre à Verdun, 30 000 sur moi, pour défendre la France, ont été étonnés. C'est sur les registres médicaux. Des cas très nombreux de rachitisme auxquels ils étaient confrontés. Nous avons affamé des générations d'Algériens, nous avons rendu analphabètes des générations d'Algériens, et nous avons fabriqué le monstre qu'a été le FLN. Pourquoi je dis monstre? D'abord parce qu'il s'est monstrueusement comporté pendant la guerre d'Algérie, et ensuite le FLN a pris le pouvoir en Algérie et a spolié les Algériens de toutes les richesses de ce pays. Et nous vivons dans ce drame. Et le pouvoir algérien utilise la violence française pour se maintenir contre son peuple en Algérie. Si nous restituions la mémoire de toute cette histoire, je pense que nous aiderions aussi aujourd'hui les Algériens. L'Algérie, l'histoire de la France en Algérie, et donc l'histoire de l'Algérie française, c'est un sac de nœuds terriblement douloureux que personne ne veut dénouer. Et le travail de mémoire, là-dessus, nous y aiderait. Emmanuel Macron n'y est pas du tout prêt, parce que la France n'est pas prête. Emmanuel Macron a fait à l'Élysée une cérémonie
en mémoire des pieds noirs qui ont été victimes d'un mitraillage de l'armée française, ce qui est vrai, fin mars 1962, on appelle ça le massacre de la rue d'Isly. Alors, sans doute, ces familles-là méritaient de voir leur douleur reconnue, mais le président de la République à l'Élysée n'a pas expliqué pourquoi l'armée française avait tiré sur les pieds noirs, parce que les pieds noirs eux-mêmes, dans les jours qui précédaient l'indépendance de l'Algérie, la France et les accords d'Évian ont été signés le 19 mars 1962, et l'OAS a mitraillé à Alger de manière inconsidérée, incroyable, l'OAS, c'est-à-dire les pieds noirs qui ne voulaient pas quitter l'Algérie, incroyablement violente, à la fois des Algériens et des militaires français. Et dans cet engrenage mortifère, il y a eu cette affaire de la rue d'Issy, et même quand la France commémore cela, elle est sous la pression des pieds noirs parce qu'elle ne restitue pas du tout l'histoire qui a conduit à ce massacre. Pour vous dire à quel point notre mémoire de l'Algérie française est défaillante. Et je pense que nous aurions tout à gagner à restituer cette mémoire, à en parler, à retrouver ce qui s'est passé et que nous voulons oublier parce que nous en avons honte, parce qu'il y a sur notre territoire à peu près 4 millions de personnes, des Français, issus de cette histoire algérienne, et cela nous débarrasserait de beaucoup de nos tensions. Voilà l'Algérie française qui est un truc que je pense très important, et puis à l'occasion, mais c'est un peu hors sujet, je vous parlerai bien de la colonisation de la France. Merci beaucoup. Peut-être, est-ce qu'il y a des réactions, vous souhaitez que... Oui, enfin, moi c'est tellement excessif, tellement excessif. Et ce qui est affreux, c'est la guerre. Le massacre, il n'y a pas de guerre, de conquête qui ne soit pas. Même Napoléon qui massacre des Espagnols, les Espagnols massacrent les soldats napoléoniens, je ne sais pas, la colonisation qui crée le massacre, les croisades, n'en parlons même pas. Enfin, on ne va pas me faire défendre la colonisation. Mais je veux dire. C'est ce que vous faites. Non, bien sûr que non. Je veux dénoncer la guerre. Oui, dénoncer la guerre. Et les Algériens, ils n'en ont rien, c'est nous qui avons été. Il faut dénoncer la guerre. J'étais même pas. Dénoncer la guerre. Mais toutes les guerres sont. C'est une guerre asymétrique. Ouais, dire qu'il n'y a pas de mémoire de la guerre d'Algérie, c'est énorme. De la colonisation. La colonisation en Algérie, c'est énorme. La rue d'Isly, en 1957. La télévision fait une longue émission dans le 50 de la Une pour expliquer ce qui s'est passé. Le pauvre Stora n'en peut plus d'écrire des livres tous les 5 ans pour expliquer toujours la même chose. Et à chaque fois qu'il va dans un colloque, il y a quelqu'un qui lui dit la guerre d'Algérie, personne ne raconte, il n'y a pas la mémoire de la guerre d'Algérie, c'est affreux. Alors ça fait des siècles et des siècles que nous, les historiens, on fait la colonisation, on fait l'histoire de la colonisation, on dénonce ce qui s'est passé, mais la télévision, d'une manière presque contemporaine de l'affaire, dénoncer déjà la torture. En 1962, il y a une émission qui est donc très peu de temps, qui raconte tout ce qui s'est passé en guerre d'Algérie. On accuse la France, la torture est dénoncée. Et puis, 5 ans après, il va y avoir des gens, des journalistes, des historiens, des politiques qui vont dire c'est affreux, on ne parle jamais de ce qui s'est passé en Algérie. Et le pauvre Stora, ou plutôt, c'est comme ça qu'il gagne sa vie, donc il a de la chance. Il va réécrire un livre pour raconter exactement la même histoire, avec des documentaires, des livres, des articles racontant exactement la même chose, tout ce que l'on sait depuis, encore une fois, les années 50, puisque les journalistes et les communistes, les politiques, les gens ont raconté ce qui se passait en Algérie de manière incroyablement accusatrice. Les porteurs de valises, les Français, il y a eu les Français, la colonisation a été la honte de la France, a été la honte du monde entier, de l'Occident. Les Anglais ont fait la même chose, les Allemands ils étaient tellement furieux de ne pas avoir fait plus qu'ils ont élevé Hitler. La noirceur de l'Occident, elle n'est plus approuvée et elle est commentée dès l'époque. Vous l'avez dit d'ailleurs en ce qui concerne la colonisation au XIXe siècle, tout de suite, elle est dénoncée, elle est accusée, elle est critiquée et elle est documentée par des historiens, par des intellectuels, par des journalistes. Donc, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas de la mémoire, c'est très différent dans d'autres secteurs. Par exemple, moi j'ai travaillé sur la question de la mémoire, sur la guerre d'Indochine. Et là, il n'y en a pas. C'est-à-dire que ce qui s'est passé en Indochine, ça n'intéresse personne.
Quelques historiens ont essayé de le faire. Leurs bouquins ne sont pas vendus, donc ils n'ont pas pu faire comme Storar, réécrit tout le même bouquin tous les 5 ans. Pareil pour les documentaires, il y a des documentaires qui ont été faits qui n'intéressent personne. Donc ce qui s'est passé en Indochine n'est pas très gratuit, n'est pas non plus, n'intéresse pas. Donc il y a une affaire très particulière dans les histoires. Et alors l'Afrique, c'est encore une autre histoire qui est beaucoup moins documentée, qui intéresse beaucoup moins les gens, et puis finalement les déplacements de population réaniment la question, évidemment les événements, le Rwanda, ça. Mais les mémoires, et particulièrement la guerre d'Algérie, sont étudiées très tôt, de manière très complète et très accusatrice. Il n'y a pas beaucoup de livres qui vont raconter la guerre d'Algérie pour excuser les Français. Je vous dis, la guerre d'Algérie, elle est surmédiatisée, on ne parle pas de la guerre. La guerre, la mémoire, l'histoire de la colonisation est incroyablement racontée. Mon ami Ferraud a écrit, je sais pas, 1500 pages sur l'histoire de la colonisation. Il a fait un documentaire de 10 heures. Enfin, non, c'est... Alors, on va écouter Camille Baladis. Oui, en fait, je voulais juste peut-être ramener sur le sujet, à savoir que vu qu'on parle de la guerre, ça pose effectivement la question du droit au butin, qui fait partie du droit de la guerre, de la manière dont les différents objets restitués, entre guillemets, ont été acquis, ce qui pose effectivement la question de l'histoire de la conquête coloniale, de l'histoire de l'invasion. Et aussi, je pense, la difficulté, voire l'incapacité évidente pour la France de dire au peuple qu'elle a colonisé quelle doit être leur mémoire, quelle est une bonne mémoire. Et je crois que c'est là où il y a un besoin d'avoir des historiens de l'autre partie, de l'autre bord, qui font ce travail-là, mais qui le font de manière, je dirais, indépendante. Donc il y a pour moi vraiment un enjeu d'histoire autour de tout ça, qui est très important. Je pense que beaucoup d'éléments également dans le contexte africain renvoient à une colonialité qui perdure, c'est-à-dire qu'on est toujours dans des relations asymétriques. Voilà, le cas du Cameroun ou du Rwanda sont particuliers, puisqu'on n'a pas des anciennes colonies françaises par exemple. Donc du coup on est aussi dans une autre forme de géopolitique, une économie des émotions qui est également présente. Et puis évidemment derrière les restitutions qui sont des restitutions un peu vitrines, symboliques, voilà, il y a évidemment des enjeux plus contemporains. Et dans mon cas, moi j'ai été auditionné par le Parlement et l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi de restitution du SAD et du Trésor royal au Sénégal et au Bénin. Et c'est vrai que cette question de l'histoire de la conquête coloniale et même de la manière dont on va récupérer ces objets pour en écrire l'histoire est très importante. J'étais de ceux qui estimaient qu'il fallait plutôt les ramener vers des musées d'histoire et non pas vers des musées d'art et de civilisation. Parce que ce dont on a besoin aujourd'hui, notamment en Afrique subsaharienne, c'est un vrai travail sur l'histoire et non pas un travail sur l'art. Et je crois que c'est très important. Il y a un parallèle aussi, par exemple, avec la Belgique. Là aussi, j'ai été auditionné par les députés belges par rapport justement à leur réflexion sur les réparations vis-à-vis du Congo, du Rwanda et du Burundi, où là, en fait, l'essentiel de la violence coloniale, outre le pillage, c'est appuyé sur une domination scientifique qui crée en fait des inégalités autour de la question de l'art. Donc je pense que derrière la guerre, effectivement, il y a aussi la question du droit au butin, qui est posé et évidemment tout le débat qui est porté sur les circonstances d'acquisition, de restitution, d'inaliénabilité de ces objets, qui est très intéressante et qui renferme derrière plein d'histoires. On a des films de l'époque qui racontent par exemple comment des anthropologues français allaient dans les villages, le jour ils riaient avec la population, puis le soir ils allaient voler les objets, les ramener, enfin, il y a vraiment tout ça qui est documenté. Tout ça qui est documenté, même le chemin de fer Congo-Océan, on a les images. Et c'est ça qui est assez particulier, c'est qu'on a une violence coloniale, une conquête coloniale qui a même été filmée par les colonisateurs, de la même manière que la conquête de l'Amérique, l'invasion de l'Amérique. C'est accompagné de chroniques qui racontent en fait la manière dont on a naturalisé, banalisé la torture. Et dans le contexte anticolonial, celui qui va vraiment, je pense, mettre les mots dessus, c'est Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme. Il explique très bien ce fameux processus d'ensauvagement de l'Europe qui est pourtant un centre culturel, la lumière, etc., mais qui, derrière aussi, produit une obscurité. Donc je pense qu'il y a quand même aussi, derrière ces enjeux, une réflexion
philosophique, je dirais même une réflexion ontologique pour peut-être dépasser l'approche purement historique, purement mémorielle. Et c'est peut-être ce travail-là qui nécessite justement d'élargir. On évoquait tout à l'heure des artistes dans le cas du Cameroun. Je pense qu'on a évidemment besoin de beaucoup d'artistes, mais je pense qu'on a besoin vraiment d'avoir une pluridisciplinarité de profil par rapport à ce type de questions. Donc c'était ce que je voulais un peu apporter pour ramener peut-être vers le sujet précisément. Oui, moi je vais revenir donc sur la question initiale sur les excuses, mais quand même dire un mot malgré tout de, vous verrez le lien de la colonisation. D'abord, de rappeler qu'il y avait un projet colonial qui était celui d'apporter la civilisation et la paix, et au final, la colonisation a apporté la violence et la guerre. Alors, ce qui est très important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a compris ça, globalement. Mais à l'époque, est-ce qu'il y avait des gens qui le disaient? Parce que, bon, quand on fait de l'histoire, on évite, même si c'est important d'analyser à partir du présent le passé, on ne peut pas reprocher nécessairement à des acteurs du passé de ne pas agir par rapport à nos normes actuelles, vous comprenez? Mais si on voit la manière dont les acteurs du passé ont agi sur la colonisation, on découvre qu'il y avait effectivement, et Jean-Michel Apathy l'a rappelé, des gens qui s'opposaient déjà à la colonisation ou aux pratiques de la guerre coloniale. Bon, je prends deux exemples. Jean Jaurès, quand même, qui s'est beaucoup opposé, de dire cette pseudo-civilisation qu'on imposait, de dire au peuple indigène, Clémenceau qui dénonce l'inégalité qui refuse l'inégalité des races affichée par Jules Ferry, et puis par exemple Albert Camus qui souligne bien dans ses articles sur la misère de la Kabylie que la colonisation c'est la destruction des cultures précoloniales, qui sont considérées comme indignes, je veux dire, de la civilisation, alors même qu'elles apportent quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, on travaille sur ces sociétés précoloniales qui ont été détruites par la colonisation. Et ça, c'est un point extrêmement important. Le deuxième point sur le cas du Rwanda, c'est que non seulement la colonisation détruit les sociétés précoloniales qui sont souvent très développées, je veux dire, avec une culture extrêmement riche, fine, c'est qu'au Rwanda, particulièrement, les Belges, car c'est la Belgique qui colonise le Rwanda après les Allemands, donc à partir de la Première Guerre mondiale, les Belges récupèrent le mandat allemand, et les Belges vont imposer en fait des races au Rwanda alors qu'il n'y a pas de race. Je veux dire, c'est une même société, une même religion, c'est la religion catholique, une même langue, une même culture, donc il n'y a pas de race. Il y a simplement des distinctions sociales. En gros, les éleveurs étaient qualifiés de Tutsi et les agriculteurs sédentaires de Hutu. Et c'est vrai que l'élite, c'était plutôt les éleveurs. Donc voilà. Et en fait, les Belges ont décidé de prendre ces catégories sociales et d'en faire des races, avec l'idée qu'effectivement certains éleveurs étaient plus élancés, plus fins que les Hutus, qui étaient peut-être, pour certains, un peu plus rablés. Mais en fait, il n'y a pas du tout de distinction physique. Et donc, c'est cette racialisation qui amène la persécution de la minorité Tutsi et son élimination par le Hutu Power, comme on l'appelle, donc à partir globalement de 1990, au moment où la France est très impliquée aux côtés du gouvernement Hutu Power d'Abiyarimana. Donc, maintenant, si je reviens effectivement à la question de savoir est-ce que le président Macron devait apporter ses excuses lorsqu'il est allé à Kigali, le 27 mai 2021, 2 mois après la remise de notre rapport qui est épais, qui fait 1200 pages, concluait aux responsabilités lourdes et accablantes des autorités françaises dans le génocide et sa préparation. Les excuses, effectivement, ça peut être une réparation mémorielle. Emmanuel Macron a choisi de ne pas donner ses excuses, et à mon avis, il a eu raison. Pourquoi? Parce que les excuses, c'est une manière finalement de se débarrasser un peu de sa culpabilité. En plus, les excuses, c'est quand même, il y a un substrat religieux. On s'excuse et puis on recommence. Surtout chez les catholiques, où effectivement, il y a la confession, donc on se confesse, et puis après, on pardonne et on y va. Les protestants, c'est un peu compliqué, parce que, voilà. Donc, les excuses, c'était pas... En fait, et du reste, intéressant, parce que le président Kagame, qui a répondu à Macron,
a dit voilà, les paroles, c'est des paroles de vérité. En gros, ce qui veut dire pour respecter les victimes et les survivants, il faut leur donner la vérité. La vérité, c'est effectivement de dire oui, la France, c'est-à-dire les autorités les plus hautes de la France, c'est-à-dire le président Mitterrand, son état-major, le ministre des Affaires étrangères Roland Dumas, ont au fond accompagné de très très près un régime génocidaire. Et donc c'est très très grave. Oui, un pays comme la France, qui est une grande puissance, qui effectivement a tenu tête au monde entier et qui a colonisé, dire qu'ils sont allés très très loin dans finalement le soutien à un pouvoir génocidaire, c'est accablant. Et c'est effectivement ce qu'Emmanuel Macron a pu dire effectivement aux Rwandais. Je pense que, moi je l'ai vu parce qu'on a voyagé ensuite à nombreuses reprises au Rwanda, la société rwandaise a bien reçu, si vous voulez, ce message de vérité qui, je veux dire, au fond, montrait que la France reconnaissait l'ampleur de ses responsabilités dans le génocide des Tutsis. Alors maintenant, et je termine sur ce point-là, qu'est-ce qu'on peut apporter que peut faire la France par rapport au constat, au fond, d'un génocide qu'elle a accéléré, qu'elle a rendu finalement possible, il faut le dire, alors même qu'elle aurait pu l'arrêter, parce que les forces spéciales qui étaient en France pouvaient très bien s'opposer au massacre. C'est absolument terrible. Le génocide des Tutsis, c'est le génocide qu'on peut arrêter, parce qu'il n'y a pas de guerre mondiale comme le génocide des Arméniens ou le génocide des Juifs. On peut intervenir, il y a même des troupes des casques bleus et des troupes françaises, tout est prêt. Et stopper des tueurs, c'est pas très compliqué pour des forces spéciales. Donc, c'est une catastrophe absolument terrible pour l'Afrique, pour le Rwanda et pour la France aussi. Et donc, déjà, le dire, c'est quand même ouvrir la fenêtre et considérer qu'on est quand même là dans une responsabilité, une lucidité. Alors après ça, qu'est-ce qui peut être apporté? Je pense qu'on n'a pas parlé de quelque chose qui est important, c'est la justice. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, quand il était allé à Kigali, a dit on va accélérer les moyens, on va donner plus de moyens aux juges d'instruction en France à la police judiciaire, aux juges d'instruction pour arrêter les présumés génocidaires qui sont en France, il y en a pas mal, et les déférer devant des cours d'assises, et donc accélérer la justice, c'est une réparation quand même. C'est une réparation mémorielle, d'une certaine manière. En tout cas, c'est une forme de réparation. Et le troisième élément sur lequel il reste qu'on travaille, parce qu'il n'y a pas que les chefs d'État qui agissent pour des réparations, c'est la société française, c'est la société rwandaise, la société française qui va dans la société rwandaise. Au fond, il faut travailler ensemble et écrire, au fond, une histoire commune. Si vous voulez. Le grand défi, moi je m'arrêterai là-dessus, c'est que toutes ces mémoires, effectivement, on le voit bien, c'est extrêmement conflictuel. Mais il y a des possibilités d'écrire ensemble une histoire. C'est très important, c'est-à-dire que finalement, il y a une seule histoire, parce qu'il y a une vérité historique, et il faut arriver à être ensemble pour l'écrire. Donc aujourd'hui, nous, avec les chercheurs rwandais, on travaille, on fait des colloques, on fait des dossiers, on fait des livres. Voilà, l'idée c'est, on est ensemble. Et c'est extrêmement important, ça change tout. Et par rapport notamment à l'Algérie, vous avez, par exemple, autour de la mémoire d'Albert Camus, vous avez Kamel Daoud, par exemple, qui se mobilise pour dire, voilà, au fond, Camus, qui rêvait de dépasser les clivages, de dire ce qu'a été la colonisation pour maintenir peut-être, au fond, des liens entre des Français d'Algérie et des Algériens d'Algérie, peut-être qu'il y avait une solution, c'est-à-dire c'est un peu ce qui a été tenté en Afrique du Sud, c'est-à-dire effectivement de dépasser toutes les haines et les violences pour arriver à construire une société commune. Voilà. Donc c'est des grands enjeux, et je crois que ces grands enjeux, effectivement, ils sont dans le sujet que vous posez. Merci pour vos interventions. Alors, vous avouez que le temps passe, donc on va passer à une autre question. Pour recentrer un peu sur le sujet initial, pour vous, tout c'est ce qui a été mis en place, c'est-à-dire la commission que vous avez dans le cadre de l'énergie nucléaire, ou encore les différentes politiques de réparation mémorielle, ou le rapport
le rapport sur l'Algérie dont on a pu évoquer, quels sont aussi, pourquoi Emmanuel Macron, contrairement peut-être à ses prédécesseurs, et je crois qu'aussi dans le livre France-Afrique on évoque ça, contrairement à ses prédécesseurs, a voulu accélérer ses politiques de réparation mémorielle, quel est son enjeu économique, politique pour lui. Je vous laisse... Et sur la est-ce que je veux bien rebondir que ça me concerne directement, mais en même temps tout le monde est. Oui, je pense que ça. Bon, moi ce que j'ai observé, bon, Emmanuel Macron sur ce sujet-là, il veut avancer, ça c'est incontestable quand on voit effectivement. Alors Nicolas Sarkozy avait tenté, il avait fait un voyage à Kigali quand même, hein, il avait compris, et alors là, quand Nicolas Sarkozy est parti à Kigali, c'est en 2010, il s'est opposé à tout le Quai d'Orsay, les diplomates, tout le monde disait surtout pas, je veux dire, vous allez chez un dictateur, Paul Kagame, qui accuse la France, et au fond les Rwandais avaient raison. Pour être clair, les Rwandais avaient raison. Oui, effectivement, la France est allée très très loin dans le soutien au régime génocidaire. Et voilà, et donc c'est pas honteux, on peut reconnaître que oui, effectivement, les Rwandais avaient raison sur le sujet. Bon, si vous voulez, on a restitué aussi la mémoire des Rwandais. C'est-à-dire, jusque-là, on disait aux Rwandais que ce qu'ils disaient était scandaleux, qu'ils ne pouvaient pas attaquer comme ça des grands personnages de l'État, François Mitterrand, mais ils avaient raison. La vérité historique leur a donné raison. C'est quand même très important, et le fait de l'avoir reconnu ne nous a pas entraîné dans la repentance, non, je veux dire, reconnaître les fautes du passé, c'est aussi de la grandeur. Donc ça, c'est un point, et donc, je veux dire, Emmanuel Macron a choisi quand même de sortir notamment de ce poids du déni, en particulier sur les responsabilités de la France dans le génocide. Mais c'est le Cameroun, c'est pareil, c'est l'Algérie aussi quand même, parce qu'il a quand même reconnu aussi un certain nombre, notamment ce que vous avez dit sur l'utilisation massive de la torture. Donc c'est sûr que Macron change quand même par rapport à ses prédécesseurs. Ça, c'est un point évident. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça ? En tout cas, il a compris qu'il fallait absolument créer de nouvelles relations avec l'Afrique. Et en fait, il est allé vers des pays qui n'avaient pas été colonisés par la France, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à l'Afrique de l'Est. Donc le Rwanda, effectivement, c'est pas non plus un pays colonisé par, même si la France a des implications très fortes, il a compris qu'il fallait absolument agir sur les responsabilités de la France dans le génocide, parce que c'était ce qui bloquait aussi l'image de la France en Afrique. Donc il a une vision là, de ce point de vue-là, où il faut recréer des relations un peu équilibrées avec l'Afrique. Donc ce point de vue-là, c'est intéressant, c'est lui quand même qui a lancé le premier, on a un petit peu parlé, le premier rapport important, c'est le rapport de Fellou Sarr, qui est un universitaire sénégalais, et de Bénédicte Savoie, qui est universitaire qui travaille en français, qui travaille à Berlin, sur la restitution des œuvres d'art. Donc c'est vrai que pour ça, Macron a cassé un peu des tabous sur la restitution des œuvres d'art et sur la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis. Et il a permis aussi, notamment pour notre cas, il a décidé que toutes les archives devaient être ouvertes. Donc nous, on a été habilités secret défense, on a pu voir un certain nombre d'archives quand même qui nous ont permis de prouver l'implication des plus hautes autorités françaises dans le génocide. Parce que, et je termine là-dessus, en fait, vous avez dit, oui, on sait effectivement ce qui s'est passé, la torture en Algérie, on sait. Bon. Mais le problème, c'est que ça tombe pas du ciel, tout ça, c'est des responsables. Ce qui est très compliqué pour les États, c'est de désigner les responsables et de désigner les vrais responsables. Parce que sur le Rwanda, on disait, c'est les militaires, c'est les responsables, c'est eux les fusils, ils vont payer. Mais non, les militaires obéissaient aux ordres. Mais personne, au fond, n'osait dire qui sont les donneurs d'ordre. C'est ça le plus important. Et les donneurs d'ordre, eh bien, c'était l'Élysée. Et donc, le fait de le dire, de caractériser l'initiative, là, c'est très important. Mais c'est aussi, je veux dire, c'est plein de périls, parce que le pouvoir n'aime pas du tout être mis en cause, même dans un régime démocratique. Donc là, effectivement, il faut que la société accepte, je veux dire, et soutienne ce travail de vérité qui, quand même, profite à la démocratie et, je veux dire, aux nouvelles relations
avec des pays avec lesquels on a énormément à apprendre. Je veux dire, moi je vais beaucoup au Rwanda. Le Rwanda est un pays qui nous apprend énormément. On peut se nourrir complètement. Et ça permettra à la France et à l'Europe de progresser en regardant ce qui se fait en Afrique. C'est essentiel. Sur Macron, très, très court, moi ce que je trouve très très différent, c'est la phrase énorme lorsqu'il dit la colonisation est un crime contre l'humanité. Ça indique dans quelle direction il va aller. Et ce qu'il va faire, et je crois que ça n'a jamais été fait autrement, c'est de considérer qu'on ne va pas étudier la question de l'Algérie, on ne va pas essayer la question des tirailleurs, on ne va pas se choisir un petit objet comme ça qui intéresse les gens, qui correspond à ce qui est ou à les communautés qui sont en France, etc. Il a choisi, et ça c'est l'élève de Paul Ricoeur, c'est quelqu'un qui travaille sur cette question du temps, du récit, de la mémoire et du rôle essentiel, c'est-à-dire philosophiquement au cœur des sociétés qu'est la question de la mémoire, et il va aborder ces questions de colonisation comme un phénomène philosophique et social intemporel. Et il va étudier en même temps, et Vincent Duterte nous l'a bien décrit, toutes ces questions-là, en même temps. Il va donner des moyens considérables, aller chercher les meilleurs chercheurs dans leur domaine, et pas des politiques, dans le domaine, pour traiter cette question d'une manière scientifique, sérieuse, et apolitique. Quand on dit la colonisation est un crime contre l'humanité, on ne parle pas, à mon avis, de politique, on est dans un autre domaine. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, je me semble-t-il, par rapport à tous ses prédécesseurs. Très rapidement, moi je suis plutôt terre à terre, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle diplomatie économique, une nouvelle diplomatie culturelle, il y a des marchés à gagner. Donc quand on voit Philippe Varane de Sable au Sénégal, il signe des milliards dans le secteur de l'armement. Au Bénin, c'est un trésor royal qui a été restitué. Donc il y avait déjà une demande sous Hollande et Yaniboni, donc les précédents présidents des deux pays qui n'avaient pas fonctionné, qui avaient été bloqués au niveau de Jean-Marc Ayrault à l'époque. Et c'est des demandes de la société civile, c'est aussi des privés qui ont demandé à ce que cette question soit abordée. Mais il faut savoir que, par exemple, ce qui a été rendu au Bénin n'est pas ce que le Bénin demandait. Donc là aussi, il y a un problème dans la mesure où la France n'entend pas non plus ce que les pays africains ou les Africains demandent. C'est en ça qu'il y a quelque chose de l'agenda très particulier de la part d'Emmanuel Macron lorsqu'il avait fait son discours de Ouagadougou, où il avait estimé que voilà, à la fin de mon mandat, les œuvres seront restituées, les archives seront ouvertes, etc. Donc au moins on est vraiment dans la diplomatie économique et culturelle. Dans le cas du Bénin, qui est mon pays d'origine, les trésors royaux qui ont été rendus au Bénin, moi je les ai vus, j'ai été voir l'exposition au Palais de la Marina, c'est très bien pensé, c'est très bien mis en place, ça montre dans la politique du président béninois, qui est de développer le pays par le tourisme, de révéler aux Béninois des richesses et des trésors de leur pays, même si les objets en question étaient déjà venus au Bénin, avaient déjà été vus par pas mal de personnes. Mais ça rentre aussi dans de nouveaux accords économiques, puisque je crois que pour la première fois, l'Agence française de développement s'est engagée sur le financement de la construction des musées, des nouveaux musées au niveau du Bénin. Ça rentre aussi dans le redéploiement de l'Expertise France, qui est le bras droit de l'Agence française de développement, qui vise en fait à redéployer les techniciens, les experts, le savoir-faire français sur un certain nombre de domaines qui relèvent de l'économie, du culturel et de l'entrepreneuriat. Donc pour moi, on est tout simplement dans une autre forme de France-Afrique plus économique, plus institutionnelle, qui repose sur un soft power, qui repose également sur l'idée de mettre en avant l'image de la France et qui est accompagné effectivement d'un nouveau narratif. On va tourner la page, convertir le regard, finir les sommets France-Afrique, place au sommet Afrique-France. Donc c'est un peu, je dirais, tout cet aspect-là qui est mis en avant et qui effectivement bénéficie de vitrines, donc quelques intellectuels africains qui sont rarement en fait choisis pour leur domaine d'expertise. Felwine Sarr est un économiste et beaucoup de conservateurs africains ont trouvé ça injuste qu'il y ait une asymétrie sur une telle question entre une conservatrice française qui connaît son sujet et Felwine Sarr qui, bien qu'étant un très bon ami à moi, techniquement parlant, n'est pas spécialiste de la question, en tout cas il y a d'autres spécialistes. Donc là aussi, dans le choix politique
des nominations, des personnes sélectionnées, il y a une problématique qui se pose. Mais cette problématique-là, à mon sens, elle renvoie aussi à la nécessité pour les pays africains de prendre les devants et de mettre en place leurs propres équipes. À titre personnel, j'aurais beaucoup aimé, par exemple, être auditionné par les députés béninois. J'ai été auditionné par les députés français, mais pas par les députés béninois. Comme si finalement cette question apportait plus à la France d'une certaine manière au Bénin et rentrait plus dans l'agenda d'Emmanuel Macron qui l'a annoncé à l'Ouagadougou, qui tenait à ce que ce soit fait, qui a commandé un rapport qui était, Féminissa m'a raconté la ministre, qui était déjà quasi préécrit et qui, dans le cadre également de la loi, a amené les députés à aller au bas de course pour répondre une loi qui correspond finalement à son besoin politique. Donc je dirais qu'on est vraiment plus dans de la diplomatie économique, dans de la diplomatie culturelle, en particulier pour les pays qui n'ont pas forcément les mêmes conflictualités. Et le Sénégal et le Bénin, pour la France, ce sont un peu les deux vitrines démocratiques en Afrique de l'Ouest, même si actuellement c'est en train de dégringoler dans les deux pays. Et du coup, il y a quelque chose aussi qui renvoie, je dirais, à la dimension de classe sociale, qui renvoie également à la capacité à repenser la relation politique. Et je pense que c'est en tout cas un domaine, je pense, important pour comprendre un peu cette nouvelle politique de redéploiement de la France-Afrique qui n'est pas mal. Une mémoire correcte ne peut exister que si on... Il marche un peu. Je sais pas s'il marche. Une mémoire correcte ne peut exister que si on a une appréciation juste des situations différentes auxquelles on est confronté. Le mot colonisation ne recouvre pas des réalités identiques. J'ai bien compris entre réponses courroucées que l'exemple de l'Algérie était un exemple complexe, puisque vous-même dans votre réponse, vous mélangez allègrement la présence française en Algérie et la guerre en Algérie. La présence française en Algérie n'a jamais été motivée officiellement par la volonté d'apporter quelques lumières et quelques bien-être que ce soit à la population algérienne concernée. La présence française en Algérie a toujours été motivée par le vol de la terre pour que une colonie de peuplement s'installe sur des terres libérées par la force. L'armée française, à l'époque de la conquête d'Algérie, n'a pas mené une guerre au sens où elle n'avait pas une armée face à elle, mais elle avait des gens démunis de tout, qu'elle a tué allègrement. Donc c'est plutôt une action criminelle qu'un fait de colonisation au sens où la colonisation en Algérie, ça n'a pas été une guerre, ça a été un massacre. Voilà. Et la preuve que notre mémoire n'est pas claire avec tout cela, puisque, je le répète, mais tout cela, beaucoup de gens ont du mal à l'entendre, puisque ces criminels-là, nous amènerons la mémoire dans les rues et les écoles de notre pays aujourd'hui. Je trouve que c'est un problème. S'il y a des avenues du jour en France, je citais à Paris, il y en a dans d'autres villes, c'est bien parce que notre mémoire n'est pas à la hauteur du massacre qu'a commis Thomas Bugeaud. S'il y a des écoles la Mauricière à Paris où nous mettons nos petits-enfants, c'est bien parce que notre mémoire déraille. Cet automne, l'automne 2022, dans une ville de France, qui est Perpignan, dirigée par Louis Alliot, membre de l'Assemblée nationale, a été inaugurée une esplanade Pierre-Sergent. Ça a fait débat? Où? Nulle part. Oui, il y a eu quelques papiers comme ça, mais qu'est-ce qu'on s'en moque? Je pourrais être beaucoup plus trivial que ça. Pierre-Sergent a été l'un des fondateurs de l'OAS. Du sang sur les mains. Du sang des Algériens, du sang des militaires français. L'OAS a essayé de tuer De Gaulle. Même De Gaulle. Personne ne respecte. Pierre-Sergent a fait partie a créé l'organisation qui a fait des attentats contre Charles de Gaulle. Ah, Charles de Gaulle, on sait qui c'est, on a la mémoire de Charles de Gaulle. Mais Charles de Gaulle, au Petit Clamart, c'est en 1962, août 1962, 23 ou 24 août 1962, il y a 150 balles dans sa DS. 150 balles, 150. Alors vraiment, on a voulu le tuer, hein. Eh bien, nous avons honoré la mémoire en France de quelqu'un qui a fondé une organisation qui a voulu tuer Charles de Gaulle. C'est bien la preuve que concernant l'Algérie, qui est la colonisation en Algérie, c'est une organisation criminelle et de l'État.
notre mémoire n'est pas du tout à la hauteur de ce que nous avons fait. Et je vais vous dire, nous ne sommes pas pris d'y être. Et puis, Emmanuel Macron, qui a beaucoup qualité, il a parlé une fois à Alger, plutôt en parlant de l'Algérie d'ailleurs, de crimes contre l'humanité. Quand il est rentré en France, le jour où il en a parlé, je vais regarder, c'était le 17 février 2017. Il a été très mal accueilli, très mal accueilli. Il n'a jamais pu prononcer la formule. Très mal accepté en France. Donc nous avons un travail de mémoire important à faire sur, non pas la guerre d'Algérie qui a été beaucoup traitée, mais sur la présence française en Algérie. Et comment je sais ce que la France a fait à l'Algérie? Parce que je voudrais juste rebondir sur ce que vous dites, parce que des historiens ont travaillé. Évidemment, je ne le fais pas avec mes petits bras, mais ils sont très peu nombreux à avoir investi ce sujet, et c'est un sujet qui n'a pas pénétré le grand public. Voilà. Et si on ne s'entend pas là-dessus, on va progresser beaucoup sur la mémoire de ce que la France a fait en Algérie, des choses dont nous devrions avoir honte et dont nous devrions nous excuser. Et je précise qu'étant basque, je n'ai aucun lien avec l'Algérie, d'aucune manière. Aucune. Merci pour vos réponses. Alors, comme il ne reste pas beaucoup de temps, on aimerait justement revenir sur, selon vous, les solutions pour réconcilier ces différents mémoires, justement. Quelles mesures peuvent être prises concrètement? Parce que, comme on l'a dit, il y a eu beaucoup de prises de parole de la part d'Emmanuel Macron. Mais est-ce qu'on peut déjà dresser un bilan sur ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a des mesures concrètes, comme par exemple, il a été évoqué dans les médias, le changement des programmes scolaires, pour justement parler de faits historiques, ou la restitution de la justice, comme vous l'avez évoqué dans son père. Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Je connais une très belle définition de l'histoire, on dit que c'est un mensonge que plus personne ne conteste. Donc ça ne rend pas pessimiste pour restituer la mémoire. Je pense qu'il y a des fiertés nationales qui ne peuvent pas regarder les vérités en face. C'est très difficile. Et je pense qu'on ne peut pas attendre d'un dirigeant politique qu'il aille contre son peuple sur ce sujet. Il me semble que ce que j'ai dit auparavant le montre assez. Donc voilà, il faut débattre, il faut parler, il faut espérer que... Il faut espérer.